Bonsoir. Nous sommes très excités ce soir parce que c'est le premier événement que nous avons ici dehors depuis des mois et des mois et des mois. Donc c'est fantastique. Et il faut y avoir un peu de courage aussi parce que qui sait qu'est-ce qui va arriver ce soir. Mais je pense qu'on a la chance. Sinon, il faut courir à l'intérieur. C'est un peu comme la Suède aussi maintenant avec le temps ici. Je m'appelle Eva Kumlin, je suis la directrice ici à l'Institut suédois. Je suis à côté d'une autre Eva, qui est la personne qui a pris charge de cette soirée avec nous ce soir. Donc, on s'appelle Eva, ça et Eva, c'est facile. Et nous sommes aussi des filles des petits villages du nord de la Suède. Donc, pour nous, nous tenons à cœur très proche le livre que nous avons lu avec Stina Stor, Sois sage, bordel. Donc il faut aussi, si vous avez envie après cette soirée spécifique, vous allez aussi pouvoir acheter le livre ici. Donc moi, je trouve que ce livre est fantastique. Je suis très émue avec ce titre. Et I will also say some words in English because so Stina can understand. My French is limited. I learned to say "Äta limited chez bois" from my brother, and then I realized it was Swedish. It was just eating jelly with a spoon in the vedboa. Dans la remise de bois. Yeah, but C'est le français que moi j'ai appris. When I grew up, I thought it was French. I really thought I could speak French. But anyway, we are very, very happy to have Stina here with us because, as you will discover, she's quite a personality. Her name is Stina Stor, but I think tonight we will call her Stina Star. And because this is a very important, now I go back to French. Donc c'est une soirée très, très importante. Donc nous avons aussi sur scène avec Stina, nous avons la modératrice de la soirée, Tara Lenard. Nous avons Elena Balsamo, qui fait un travail très important avec la traduction. Nous avons aussi ma directrice adjointe, Maria Riede-Lemon, qui va faire la traduction. On a aussi Marie Barbier, où êtes-vous? Ah, tu es là. Oui, donc, qui a eu aussi cette bonne idée de faire le lancement de ce livre. Et je pense que c'est une chose universelle, même si c'est très personnel. Et je dois dire aussi mes excellences, parce que nous avons de la chance d'avoir 2 ambassadeurs ici ce soir. Et parce que c'est une soirée très spéciale, nous avons notre ambassadeur suédois en France, Håkan Åkesson, qui va faire le discours officiel de cette soirée. Bienvenue, Håkan. Merci beaucoup, Eva. Chers amis, je suis bien entendu ravi d'être ici ce soir pour la présentation de Stina Stor et son recueil de nouvelles. Tout d'abord, je voudrais aussi saluer quelques personnes. Et donc, tout d'abord, Marie Barbier, qui est là. Donc, comme Eva a dit, l'éditrice de Stina Stor, qui a vraiment eu cette idée brillante de vouloir publier ce livre en français. Je tiens aussi à saluer Elena Balsamo, qui a organisé la traduction de manière très intelligente. Et aussi, je pense qu'il y a quelques traducteurs et traductrices ici, donc je vous salue aussi. Mes remerciements, bien entendu, à l'Institut suédois pour organiser cette soirée. Et surtout, un grand merci à Stina Stor d'être venue à Paris pour nous rencontrer ce soir. Thank you for being with us here in Paris, and sorry for my French. Présenter une nouvelle autrice dans un pays différent du sien, dans une langue différente de la sienne, requiert sans doute l'existence d'une certaine complicité entre les deux pays. Et c'est exactement le cas entre la Suède et la France. Ce recueil de nouvelles nous entraîne loin du stress des grandes villes et nous invite dans un petit village dans la profondeur des forêts suédoises. Pourtant, beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître dans ce monde.
Notre quotidien fait à la fois de routine et d'événements inattendus, où que nous soyons. Stina Stor porte un regard aiguisé et attentif sur les moindres détails de la nature. Grâce au tendre portrait qu'elle dresse des personnages qui l'entourent, nous avons l'impression de les connaître. C'est tout simplement un très beau livre. Merci. Là, ça devrait être... Comment illustrer le concept d'amitié? Comment symboliser ce sentiment très fort, durable, inaltérable, mais néanmoins impalpable? Entre deux personnes, ce n'est pas toujours évident, mais entre deux pays, deux nations aussi fortes que la Suède et la France, par leur culture, leur histoire, leur identité, ce n'est pas évident non plus. Cette année, l'Institut suédois de Paris fête ses 50 ans. Cette année, la Suède nous fait un cadeau, à nous, Français. Elle nous invite à découvrir Stina Stor, une voix venue tout droit d'un petit village du nord de ce pays sauvage et préservé. Grâce au travail de séminaire de traduction dirigé par Elena Balsamo depuis 2008 et à celui de l'éditrice Marie Barbier, cette météore givrée arrive entre nos mains et nous ouvre une fenêtre sur un ailleurs qui danse à la lecture des mots de Stina Stor. Depuis 3 siècles, du roi francophile Gustave III au dramaturge Lars Norén qui nous a quittés, les liens franco-suédois n'ont cessé de se renforcer. Et si la traduction littéraire était l'un des symboles visibles aux yeux du monde entier d'une amitié indéfectible entre la Suède et la France? Et si les traducteurs étaient des passeurs, des liens entre les pays? Nous allons donc parler de traduction avec Elena Balsamo, puis de Stina Stor et de son recueil avec Stina Stor elle-même. Je dirais quelques tout petits mots en suédois. Tack så mycket och ha en trevlig kväll. Alors, commençons donc. Elena, cette année, c'est Stina Stor qui est mise à l'honneur par le consortium de traduction dirigé par l'écrivaine et académicienne de la traduction, Elena Balsamo. 23 personnes ont travaillé sur la traduction de Soissage Bordel de Stina Stor, qui rejoint ses illustres compatriotes, Elsa Beskow par exemple, ou encore Willy Kirklund, ou encore Magnus Florin, sans oublier la maison d'édition jeunesse fondée par les séminaristes Honor les Étoiles. Vous êtes quelques-uns et quelques-unes présents et présentes dans l'Assemblée, donc n'hésitez pas à lever la main pour que l'on vous voit et vous identifie. Merci. Alors, en parlant de découverte, Elena, comment avez-vous déniché Stina Stor? Qu'est-ce qui, à la lecture de ces textes, vous a donné envie, tout simplement, de la traduire en français? Bon, il faut que j'explique d'abord en 2 mots comment on travaille avec le séminaire, donc qui est là depuis 2008. Et l'idée est de traduire un livre par an, c'est-à-dire on se rencontre cette dernière année à distance, mais normalement ici à l'Institut suédois, et on traduit le bouquin. On discute parfois chaque mot, chaque phrase, parfois moins, selon le texte et le livre. Et puis, ça c'est peut-être la particularité du séminaire. Ensuite, le livre paraît chez un vrai éditeur. Et ça c'est très important, à la fois pour l'auteur et pour les traducteurs qui voient un produit matériel de leur travail de toute une année. Alors, il y a 2, 3, 4 ans, je ne me souviens plus, on travaillait sur un recueil de nouvelles, celui-ci qui s'appelle Nouvelles de Suède, avec plusieurs auteurs, et il fallait que je cherche les textes pour figurer dans cette anthologie. Donc ça c'est très simple, on arrive en Suède, on va à la bibliothèque, on y passe quelques semaines à lire tout ce qui est lisible et à essayer de choisir les textes. C'est ce que j'ai fait. Et je suis tombée presque par hasard sur une nouvelle de Stina Stor, enfin presque par hasard, pas tout à fait, parce que j'ai quand même des amis en Suède et j'ai toujours l'habitude de poser la question à des gens que je vois là-bas. Je dis, quels sont les 3 meilleurs livres que tu as lus cette année? Et donc, après, j'essaie
de voir s'il y a des avis qui coïncident. Donc il y avait quelqu'un qui me parlait de ce recueil, je savais qu'elle était là, et j'ai choisi la nouvelle qui figure dans le recueil, mais qui figure également dans cette anthologie qui permet de découvrir, en l'occurrence, 6 auteurs français, suédois, inconnus en France. Donc, on travaille comme ça, j'essaie de varier les textes, on traduit des classiques, là c'est une avant-dernière je crois, un grand romantique allemand qu'on a retraduit, Sarah de Goran de Almqvist, et je crois que oui, ensuite on a pris Stina et on a commencé à traduire et c'était extrêmement compliqué. C'était compliqué pour plusieurs raisons, parce que qu'est-ce qui distingue en fait la bonne littérature de la littérature moins bonne? Qu'est-ce qui distingue l'écriture journalistique de la prose littéraire? L'écriture journalistique, c'est que vous lisez quelque chose une fois et ça suffit. Le vrai livre, le bon livre, il n'y en a pas beaucoup, c'est un livre qu'on peut relire. Et plus on le relit, plus on découvre des choses. Et là, j'ai une preuve matérielle, factuelle de ça. On a lu et relu ces nouvelles pendant toute une année. Et chaque fois, on découvrait des liens, des passages, des choses qui échappaient à la première, à la deuxième, à la 10e lecture, qu'on découvrait à la 15e lecture. Par exemple, il y a des choses très intéressantes. Je me demande si Stina se rend compte, c'est la distribution des couleurs dans ces textes. C'est très important. Ce sont des choses extrêmement colorées et visiblement, je ne sais pas si c'était conscient ou pas conscient, mais en tout cas, ils sont là, ils sont à rendre. En revanche, il y a assez peu de son, il y a assez peu de bruit dans le texte, donc visiblement, le travail de l'auteur est visuel, et puis aussi la texture, la façon de toucher des surfaces, donc tout ça est extrêmement important. Et ensuite, il y a eu aussi d'autres problèmes, à savoir, je raconte juste une anecdote pour finir, on traduisait une nouvelle qui fait partie de ce recueil, qui s'appelle De runda ruinerna, les ruines circulaires, je crois. Et au milieu de discussions, une discussion qui dure toute la journée, on est là donc de midi jusqu'à tard le soir, tout à coup, je me rends compte qu'en fait, pour les traducteurs, le protagoniste, le narrateur, certains pensent que c'est un homme et d'autres pensent que c'est une femme. Donc, on commence, dès le début, on commence à se demander, mais c'est un homme ou une femme qui raconte? Et comme les avis ne concordaient pas, je dis, bon, on va voter. Qui pense que c'est un homme? On lève les bras, les doigts. Je dis, et qui pense que c'est une femme? Il y en a autant de voix. Donc, on reste toujours, je dis, bon, je vais demander à l'auteur à l'occasion. Puis arrive quelqu'un qui vient en retard, puisqu'il y avait toujours des grèves, il y avait toujours des manifestations, on était en plein gilet jaune, donc arrive un retardataire qui s'excuse, et je dis, attendez, ne vous asseyez pas, c'est un homme ou une femme qui raconte? C'est un homme. Ah, donc le parti pour le narrateur homme jubile. Et puis arrive un autre retardataire, et je demande, qui est le narrateur? C'est une femme, c'est évident. Donc, on était toujours là. Il a fallu écrire un mail à Stina pour lui demander qui est le narrateur. Donc, on a appris que c'est une femme. Il y a ce genre de problème. Il y a aussi d'autres problèmes. Mais ce qui est intéressant dans ces textes, c'est évidemment pas tellement les thèmes, pas tellement les problématiques, parce que c'est des anecdotes finalement qui sont assez banales. Il y a quelqu'un qui fait le ménage, il y a quelqu'un qui achète une boîte avec des gâteaux qu'on n'arrive pas à manger. Mais c'est justement, c'est tous ces liens associatifs qui vont d'un texte à l'autre qu'il faut trouver, comprendre et rendre en français en tenant compte du rythme très particulier de cette prose, de dialecte. Ça y est, il pleut, mais pas beaucoup. Et c'est un travail qui nous a beaucoup plu justement parce que au cours de ce travail,
on a pu découvrir les choses dans le texte qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas compris au début. Et comment s'est organisé le travail de, justement, 23 personnes avec des particularités, la répartition? Comment est-ce que vous êtes, d'un point de vue très terre-à-terre, organisé pour travailler? Donc, techniquement, ça se fait comme ça. Évidemment, l'idéal serait de traduire des recueils de nouvelles et pas des romans parce que c'est plus facile. Mais quel que soit le texte, donc je le découpe en 10 morceaux parce qu'il y a 10 séances dans l'année, tous les mois. Et 2 traducteurs s'engagent pour chaque morceau, qui traduisent, qui l'envoient à tout le monde une semaine avant le séminaire, que tout le monde puisse regarder, analyser, avoir éventuellement des remarques. Et ensuite, on se réunit, on discute de la traduction et les 2 traducteurs de chaque séance rentrent chez eux, chez elles, et refont la traduction en tenant compte, dans la mesure du possible, des remarques qu'ils ont entendues et notées. Et puis ensuite, je récupère tout ça, je colle ensemble les textes, puis je relis, et puis ça part chez l'éditeur. Là aussi, il y a 1 relecture, 2 relectures, 3 relectures. Il y a les épreuves à corriger, donc finalement, on arrive à un produit fini que vous voyez devant vous. D'accord, donc vous découpez effectivement en plusieurs parties, et par rapport à ce que vous disiez un petit peu avant, quelles sont les particularités en fait de la langue de Stina, du suédois, dans lequel elle écrit? Est-ce que même vous avez observé une certaine corrélation entre les thématiques abordées et cette manière d'écrire? Il y a un rythme très particulier, un rythme qui semble imiter le discours oral et qui en réalité ne l'est pas. Donc il y a une espèce de rythme qu'il faut retrouver en français parce que c'est pas directement transposable de suédois en français. Par exemple, des phrases coupées, des phrases qui disent tout simplement « eh bien » ou alors « et encore », point. Et ce sont les choses qu'il faut doser d'une façon très très juste pour que le texte ne soit pas complètement étranger à la lecture. Et avant de passer la parole à Stina, je voudrais vous demander quel est le rapport à la nouvelle en Suède. Est-ce que vous observez des différences entre le rapport à la nouvelle en Suède et le rapport à la Suède en France? Oui, en Suède, la nouvelle, même si vous allez chez un éditeur, voir un éditeur en Suède et vous lui dites que vous avez un recueil de nouvelles, il vous regarde et il vous dit, vous n'auriez pas un roman plutôt? Et c'est exactement la même chose en France. Vous n'auriez pas un roman. Donc les nouvelles sont un genre très difficile et c'est assez extraordinaire que Stina a pu publier le premier livre qui est un recueil de nouvelles, même si auparavant elle a reçu des prix qui déjà ont attiré l'attention des éditeurs. Donc la tradition de la nouvelle en Suède est extrêmement forte et il y a 1 an, 2 ans, est sorti ensuite un gigantesque volume de plus de 1000 pages qui s'appelle la nouvelle de Almqvist, donc celui que j'ai sous ma chaise pour ne pas le mouiller, de Almqvist à Stina Stor. Donc il y a un texte de Stina qui figure dans ce recueil qui est désormais canonique en Suède, donc de toute l'histoire de la nouvelle suédoise. Il y a beaucoup de noms, je crois qu'il y a 60 auteurs qui sont représentés avec une nouvelle, c'est énorme. Donc il y a quand même le genre de la nouvelle est très très visible et ensuite c'est un peu plus facile d'écrire des nouvelles qu'en France, je dirais. Ben, merci beaucoup pour votre lecture un petit peu des coulisses de Stina. Je vous remercie de votre intervention. Maintenant, je vais me tourner vers Stina elle-même. Un diamant brut, ce sont les mots qu'a employé Elena Balsamo pour qualifier les écrits de Stina Stor. C'est une métaphore qui prend tout son sens à la lecture des nouvelles de ce recueil à l'écriture vivante et organique, ancrée et ciselée. Mais maintenant, je vais vous laisser la parole. Qui êtes-vous, en fait, Stina Stor?
Comment avez-vous eu envie d'écrire à 14 ans en vivant à Ballolinden? Oj, vem är du? Det är ju en jättestor fråga. C'est une très grande question. Jag skrev långt före jag var 14. Jag började skriva väldigt tidigt. Det var... Men jag vet att det var det lättaste sättet att säga någonting. Så jag träffade inte min mamma så mycket för hon kom hem sent och hon var trött. Och sen åkte hon tillbaka till jobbet innan jag vaknade på morgonen. En fait, j'ai commencé à écrire et à m'écrire déjà avant 14 ans. Parce que je me suis rendu compte que c'était la meilleure manière de m'exprimer. Je ne voyais pas beaucoup ma mère parce qu'elle rentrait très tard et souvent elle partait avant que je me lève. Men jag brukade innan jag somnade, när jag var liten, lämna brev till henne. Emellanåt väldigt långa brev som jag skrev på köksbordet. Som hon läste dem inte när hon kom hem för då var hon för trött. Men på morgonen när hon vaknade först av alla och gick ner och drack sin kopp te så kunde hon i alla fall läsa där jag berättade om saker. Donc, pour lui raconter ma vie, je lui écrivais des longues lettres le soir ou avant que je me couche, que en général elle était trop fatiguée pour les lire en rentrant, mais elle le lisait le matin en prenant son thé avant de partir. Och jag förstod först mycket senare, flera år senare, att min mamma hade mycket svår dyslexi och egentligen inte förstod allt jag skrev. Men man kan ändå säga att skrivande var mitt modersmål, för det var så jag pratade med mamma. Et j'ai compris bien plus tard, et je ne l'ai pas compris à l'époque, que ma mère avait une dyslexie assez grave. Et donc, elle comprenait pas tout ce que je lui avais écrit. Mais on peut dire que d'une certaine manière que l'écriture est devenue ma langue maternelle, puisque c'est devenu ma manière de communiquer avec elle. Och det är så jag började skriva. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écrire. Un peu, mais pas complètement. On peut peut-être trouver d'autres parapluies, mais... Nous avons encore des parapluies. Ça se joue, mais sans mieux que... Je ne sais pas si on résiste ou si on se trouve. Donc, ceux qui n'ont pas de parapluie peuvent se mettre en dessous. Mikrofonen tror jag klarar sig ganska bra. Ça va encore. S'il n'y a pas d'averse, ça va. À mon avis, ça va On va aller. continuer, on va... Oui, c'est tellement... Emmenez. Vous entendez jusque là-bas? Oui, c'est bien. This is very nice snow. Very warm snow. Summer snow. Sweden, on est en Suède aussi. Oui, hein, on peut dire. Bon, donc, après cette petite pause météorologique très suédoise, effectivement. Ska vi flytta ner stolarna så att även de som sitter på sidan kan se? Kanske. Et puis nous, on va descendre, comme ça vous voyez là aussi. On n'en peut pas.
because the two ambassadors. Très magnifique. Deux ambassadeurs sous une parapluie, plus le chien. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Hein. Nous allons revenir à la nouvelle. Après avoir commencé être entré en écriture par ce biais, comment êtes-vous arrivé à la nouvelle? Était-ce le prolongement naturel de ces lettres? Jag tror att jag visste inte vad en novell var första gången jag skrev en novell. Jag var tvungen... Jag var fruktansvärt pank. Om vi nu ska vara så här. Jag hade 2 små barn som var 6 månader och 12 månader gamla och jag var fruktansvärt pank. Och det fanns en novelltävling där man kunde vinna pengar. Alors, l'histoire des nouvelles, de l'arrivée à la nouvelle, c'est que j'étais complètement fauchée. J'étais jeune mère, j'avais 2 enfants dans 6 mois et 2 ans et j'avais besoin d'argent et j'ai découvert qu'il existait une concours de nouvelles en Suède. Och vi hade ett tak där det regnade in till exempel. För, nu tänker jag så här, så det behövde komma in lite pengar. On avait un problème de toit où il y avait des fuites quand il pleuvait, justement. Et donc, on a besoin d'un peu d'entrée d'argent. Samtidigt, jag hade skrivit poesi innan. Och jag hade alltid skrivit. Jag hade skrivit dagbok, jag hade skrivit brev. Och jag hade alltid älskat att läsa. Men det var liksom inte... Jag var tvungen att googla, vad är en novell? Och när jag hade googlat det så visste det sig att jag hade läst ganska många utan att veta att det var det jag läste. Donc j'avais écrit déjà je savais pas exactement ce que c'était une nouvelle. J'avais écrit de la poésie, j'avais écrit des lettres, etc. J'avais lu beaucoup de choses sans vraiment savoir que j'avais lu de nouvelles, mais voilà. En av sakerna med att inte gå färdigt. Jag gick ju knappt färdigt grundskolan. Jag rymde hemifrån istället. Jag rymde till Paris. Det var en sån sak. Donc c'est une des conséquences de ne pas avoir terminé sa scolarité. Parce que j'ai fait un fugue avant. Et en fait, je suis partie à Paris. När jag var 14. Quand j'avais 14 ans. Mycket misslyckat. Det gick inte bra alls. Ça s'est très bien passé. C'était un vrai échec. Men novellen som sån var just den novelltävlingen och jag skrev en novell och jag vann. Och P.O. Enquist, som jag tror att många i Frankrike faktiskt har läst, satt i juryn i den första novelltävlingen och det var väldigt speciellt för mig att han redan från början var den som krävde att om inte jag vann tänkte han lämna juryn. Det är någon sorts... Et donc j'ai envoyé ma nouvelle et j'ai gagné. C'était formidable. Et en plus, ce qui est encore plus formidable, c'est qu'il y avait P.O. Enquist dans le jury. Vous connaissez certainement, c'est un des auteurs suédois le plus connu en France. Et il a beaucoup aimé et il a mis un ultimatum que si il donnait pas le prix à Stina, il quittait le jury. Donc, c'est pas rien. Comment la littérature a-t-elle changé votre vie et d'être tout de suite adoubé par une référence mondiale? C'est inédit. Litteraturen har ju förändrat mitt liv helt. Både från början när jag faktiskt blev mobbad i skolan för att jag var nörd och läste böcker. Vilket man får säga, jag hade valt ett öde redan där som kanske inte var ett praktiskt öde.
Mais la littérature a changé ma vie dès le départ, déjà avant, parce que déjà quand j'étais à l'école et que j'étais maltraitée par mes copains de classe, parce que j'étais un peu marginal qui aimait la lecture justement. Donc déjà là, ça fait la différence. Till att sen, när jag väl debuterade, var den första novellsamling som någonsin blivit nominerad till Augustpriset i Sverige. Och att jag fick sommarprata sommaren efter boken hade kommit och allting gick superfort. Jag fick alla debutantpriser man kunde få. Et ensuite, donc, quand on a publié mon recueil de nouvelles, c'était la première fois qu'un recueil de nouvelles était nominé pour le prix Auguste, qui est le prix littéraire le plus prestigieux en Suède. Et ensuite, on m'a invité à aussi, c'est une émission tout à fait particulière en Suède qui s'appelle Sommar, l'été. C'est-à-dire qu'on sélectionne, là c'est la parenthèse de la traductrice, je vous explique. C'est une émission de radio où des personnes très intéressantes, connues ou moins connues, on leur donne une carte blanche pour parler pendant une heure et demie de ce qu'ils veulent, de leur vie ou d'autres choses. Et c'est très écouté et c'est tous les jours pendant tout l'été en Suède. Ça existe depuis 40 ans, je crois. Et donc Stina a été sélectionnée pour faire ça et ensuite, encore explication de la traductrice, les meilleurs morceaux, les meilleurs auteurs sont sélectionnés pour faire une deuxième émission en hiver. Mais là, ils ne sont qu'une dizaine. Et Stina a été sélectionnée également pour cela. Et ensuite, elle a eu un nombre, beaucoup de prix de débutants pour son recueil en plus. Et qui lisiez-vous? Que lisiez-vous comme auteur, autrice? Quel genre? D'où quand vous étiez plus jeune et que vous faisiez maltraiter pour ces goûts littéraires précoces? Allt. Tout. Jag läste böcker om ebola. J'ai lisé des choses sur l'Ebola. Vi hade ett mycket litet skolbibliotek. On avait une toute petite bibliothèque d'école. Så det fanns liksom enstaka böcker om olika saker. Il y avait un livre sur chaque sujet, pas plus. Och sen så vet jag vi hade ett möte där pappa kom för ett så här kvartssamtal i skolan. Det måste ha varit i första eller andra klass. Et je me souviens, mon père a été convoqué pour une rencontre avec le professeur, comme ça se faisait tous les ans, quand j'étais en première ou deuxième classe, c'est-à-dire en CP ou en C1. Och då hade jag blivit uppflyttad från där jag läste med barnen som var några år. Vi hade läsgrupper där vi skulle läsa högt för varandra. Och jag läste med dem som var några år äldre än mig. Et on m'avait placé avec les plus grands parce qu'on a constitué des groupes de lecture et on m'avait placé dans un groupe plus grand parce que je lisais déjà. Och då sa läraren till pappa att ni vet att hon måste få böcker. Hon måste få läsa hur mycket hon vill hemma. Et donc l'enseignant a dit à mon père, vous savez, il faut lui donner des livres, il faut lui donner la possibilité de lire tant qu'elle veut. En harmlös sak att säga kan man tänka för en lärare. Men min pappa tog det ganska hårt. Han blev ganska där. Tror de inte vi har råd med böcker eller vad är det här egentligen? Vad skulle vi inte ha? Vi har massa böcker. Vi hade säkert fotoalbum och böcker om älgjakt. Jag vet inte vad vi hade, men något. Et ça peut paraître anodin comme ça, mais pour quelqu'un comme mon père, il a été vexé. Et il s'est dit, mais alors, il ne pense pas qu'on a des livres à fournir à notre fille, qu'on n'aurait pas de livres à la maison. Et on avait peut-être quelques albums photos et 2 ou 3 livres sur la chasse d'élan. Men efter det mötet i skolan så körde han raka vägen. Han körde på ett mycket argt sätt. Man hörde på bilen han var upprörd. Det var liksom börnade och sladdade in framför kiosken eller vad man ska säga 9 till 9 hette det, för det var öppet från 9 till 9 i Bjurholm och köpte alla böcker de hade. Vilket var Harlequin-böcker. Möjligen någon deckare. Men han köpte alla böcker. Han köpte inte en av varje. De hade ju inte så många heller, men han köpte alla. Så jag hade också flera ex.
Donc on est parti, on est parti en voiture et il a conduit d'une manière très en colère. Ça se sentait brusquement, il tournait, etc. Et on est rentré devant la supérette du village. Il a freiné brusquement, il est entré, il a acheté tous leurs livres. C'était que des romans de Rose, alors de Rose. Et il n'a pas acheté un de chaque titre, non, il a acheté tous les livres qu'il y avait dans le magasin. Donc j'avais plusieurs exemplaires du même titre. Så i alla böcker, jag lärde mig helt nya kroppsdelar. Jag visste, alltså, i Harlequin det stod saker jag inte visste fanns. J'ai appris beaucoup de choses sur l'anatomie, des parties du corps que je ne savais pas, que je ne connaissais pas exister. Et voilà. Och sen har du gått vidare från det. Et puis à partir de là, mes lectures ont évolué. Vos lectures, effectivement, ont l'air d'avoir évolué, puisqu'il n'est pas trop question de Harlequin dans votre recueil, mais plutôt de vie, de quotidien, de nature. On y viendra après. Donc, quels sont les liens que vous entretenez, que vous nourrissez par rapport à la culture de votre pays, en sachant, pour situer pour les Français, que votre village il est aux portes de la Laponie La culture avec la région? Oui, locale. La grande locale. Plutôt locale, oui. Et éventuellement plus large aussi, tradition suédoise. Jag älskar Torgny Lindgren och P.O. Enquist och Sara Lidman. Sen så tror jag att den värld de växte upp i, 40-50-tal, vissa 30-tal tror jag, är ju en helt annan än då. Även om det är samma värld så var den annorlunda på 80-talet när jag föddes. J'adore les écrivains de même région, c'est-à-dire P.O. Enquist, Torgny Lindgren, Sara Lidman, même si je pense que eux, ils ont grandi dans un monde complètement différent du mien dans les années 80. Och jag har ju läst, om vi nu talar vad jag har läst, så har jag läst väldigt mycket annat också. Men ändå att känna att jag hade stödet. Jag vet sista gången jag träffade P.O. Så kramade han om mig. Han är ju död nu, han dog nyligen tyvärr. Och det var en hemsk händelse. Men då kramade han om mig och så sa han: Stina, det är din tur nu. Så lite grann kan jag känna att jag gör honom stolt genom att sitta här idag. Att jag faktiskt fyller min del av det är din tur nu. Jag kommer ju aldrig att bli lika stor som honom. Men något i alla fall. Kom. Ja. Évidemment, j'ai aussi lu énormément d'autres choses, mais c'est quand même un peu particulier. Et j'ai rencontré P.O. Enquist la dernière fois avant sa mort. Vous savez, il est mort il n'y a pas très longtemps. C'est très, très, très triste. Il m'a donné un grand accolade. Il m'a dit: Stina, maintenant, c'est ton tour. Et ça, c'est quelque chose de très fort, même si je ne suis pas sûre d'arriver à sa hauteur, mais c'est quelque chose de fantastique d'avoir entendu de sa part. Han hade haft en hjärtinfarkt och gått in på lasarettet dagen innan. Så han visste nog att han var på väg. Il venait d'avoir un infarctus et il était rentré à l'hôpital la veille, et donc il savait que c'était peut-être la fin. Elena, vous souhaitiez... Oui, je voulais faire un commentaire académique concernant les dialectes, parce que une des grandes différences entre la littérature suédoise et française, c'est que les dialectes ont une sorte d'existence là-bas qu'ils n'ont pas ici. Et que quand on cite ces écrivains comme Torgny Lindgren, P.O. Enquist, sont les écrivains qui sont pour les Suédois immédiatement identifiables et sont placés dans le nord de la Suède.
parce qu'en Suède, on peut écrire un dialecte sans que les éditeurs s'en offusquent et ils vous obligent de nettoyer le texte. Et c'est une des choses qui est très présente dans l'écriture de Stina, c'est que évidemment il y a plein de dialectes, donc quand on la lit, même si on ne l'entend pas, on sait très bien d'où ça vient et ça crée encore un lien avec la région dont elle est originaire. C'est une sorte de signature en fait naturelle. Merci. Eller en färg, om man nu ska säga det, att jag använder färger mycket. Ou c'est une sorte de couleur, puisque tu dis que j'utilise beaucoup de couleurs. Jag tror att jag vet att det inte är särskilt mycket ljudintryck. Jag målar ju också. Jag lever väldigt mycket, jag fotar, jag målar, jag lever mycket i bildsfären. Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de... Elena demandait s'il y avait... donc, elle était consciente de cette présence de couleurs dans ces textes. Et Stina répond que donc, elle savait qu'il n'y avait pas beaucoup de sons, de bruit, mais par contre, elle peint aussi. Donc, la couleur, les images, l'aspect visuel est très important pour elle. Eh bien, pour illustrer justement les particularités stylistiques de Stina, on va aborder le recueil en lui-même et son rythme, sa langue. Ska jag läsa, vilken bit ska jag läsa? Les thématiques de Stina Stor sont multiples. Enfance, corps féminin, construction identitaire, nature writing, immigration, filiation, violence, humour, sauvagerie, nature, solitude, inquiétante étrangeté, témoignage social. Un plein chapeau de qualificatifs serait insuffisant pour qualifier les nuances et les angles des textes de Stina Stor. Mais plutôt que parler sur le texte encore, nous allons laisser Stina s'exprimer à partir d'extraits choisis et lus. Alors le premier... Om du kan ta de kortare delarna först och jag sen kan läsa delen om mamman på svenska. Där hon duschar. Jag vet inte. Jag kan läsa på svenska om jag hittar dem. Ja, där har vi dem. Jag har den långa delen. Den första här är väl, men min syster hade ju blivit som en björn då redan. Så det blev ju som det blev med det. Den är så kort. Så. Ma sœur s'était déjà transformée en ours. Oh, excuse-moi. Il y a beaucoup de choses à tenir. Ma sœur s'était déjà transformée en ours à ce moment-là. Et donc les choses se sont passées comme elles se sont passées. Qu'est-ce qui raconte ce passage, ces petites filles qui se transforment en ours? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est un peu la thématique de cette nouvelle qui est L'âge des ours? Jag vet inte om det händer franska kvinnor. Men jag tror att även franska kvinnor köper rakhjular emellanåt. Så kanske händer det. Je ne sais pas si ça arrive aux femmes françaises, mais puisque probablement les femmes françaises achètent aussi des rasoirs, ça doit arriver à elles également de devenir des ours. Men flickan är ute med sin bror och hans vän på äventyr. Och saker går väldigt fel för henne. Hon blir utsatt för någonting som flickor inte borde behöva bli utsatta för. Oui, c'est une jeune fille qui fait un tour avec son frère et son copain. Et elle subit quelque chose
que les jeunes filles ne doivent pas avoir besoin de subir. Och istället för att reagera mänskligt så förvandlas hon. Hon blir en björn. Et au lieu de réagir d'une manière comme font les humains, elle se transforme en ours. Och sen får brorsan helt enkelt försöka fixa till henne innan mamma och pappa kommer hem, antar jag. Et donc son frère doit un peu l'arranger avant que ses parents, je suppose en tout cas, vont entrer. Och raka av henne pälsen och göra henne till en liten flicka igen. Donc il faut qu'il arrive à raser sa fourrure et le rendre humaine de nouveau. Och intressant nog har jag fått frågan om hände det här på riktigt? Et étrangement, on m'a posé la question si ça s'est passé pour de vrai. Och självklart måste jag då svara att ja, sånt händer. Évidemment, Det är klart det händer. j'ai dû répondre, évidemment, c'est des choses qui arrivent. Men, och så säger de, är det biografi? Har det hänt dig? Och då får man ju säga, ja ungefär. Det finns. Et donc, est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que ça vous est arrivé? Et puis je pense, oui, c'est possible, oui. Prendre un autre extrait qui traite peut-être plus du corps féminin, mais toujours de la femme aussi, qui est dans Ok. Maman en remplissait ses mains et se frottait les seins qui pendouillaient quand elle se penchait en avant. Ensuite, elle s'est lavé le cou qui commençait déjà à se friper, bien qu'elle ait à peine 40 ans. L'eau ruisselait le long de ses jambes épaisses. Avec des mouvements rapides, elle s'est lavé les touffes de poils bruns qu'elle avait sous les bras, puis elle a écarté les jambes et s'est saisie du tuyau pour se rincer comme on rince le poisson après l'avoir vidé. Enfin, elle a dirigé le jet d'eau sur son visage, s'est ébrouée et c'était fini. L'eau glacée lui avait donné la chair de poule, mais n'importe qui l'aurait eue et elle souriait. Vilken del är det? För vår del. Det är den med mamman. Sen tog hon av sig småkläderna också. Och jag fick hålla den gröna vattenslangen som låg och kringlade på fläcken som aldrig ville bli gräsmatta där bakom syrenbuskarna. Mina händer var lite lena och fågelfött. Det fanns bara kallvatten i slangen förstås och de droppar som rann tillbaka ner över mina fingrar gav nästan köldvärk. Men hon fyllde händerna sina och tvättade sin under brösten som liksom hängde och dinglade fritt när hon böjde sig fram. Och hon tvättade halsen som började bli rynkig fast hon bara var 40 snart. Vattnet rann i rännilar ut för de tunga benen och hon tvättade med snabba rörelser i det bruna håret under armarna. Och mellan benen särade hon på sig och tog slangen själv och sköljde. Så där som när man tagit ur fisken och sköljer den ren. Till sist tog hon kallvattenstrålen rakt i ansiktet och skakade lite på huvudet. Och så var det klart. Quelles sont les thématiques, en fait, le sens plus dans ce qui vous a parlé dans le fait d'écrire cet extrait? Den här texten är ju en liten del av den allra första novellen jag skrev. Den där som jag skrev när jag verkligen behövde vinna novelltävlingen. Cette nouvelle, c'est une partie de cette toute première nouvelle que j'ai écrite quand j'avais vraiment besoin d'argent et avait besoin de gagner ce concours de nouvelles. Och det är väl också den mest självbiografiska av alla novellerna. Et c'est vraiment le plus autobiographique de toutes. Som ligger närmast mamma och pappa och mig. Den är ju inte helt... Men vissa delar, även hundarna som skällde mot älghornen på väggarna och alltså många delar är ju ändå självupplevda och sen så är ju ändå dramaturgin hopbyggd.
Donc beaucoup de morceaux sont autobiographiques sur maman, papa, moi, sur les chiens qui aboient contre les bois d'élan au mur, etc. Mais et après, il y a une dramaturgie que j'ai utilisée pour lier le tout. Quand vous dites dramaturgie, donc vous avez créé à partir des thématiques que vous connaissiez. Så när du säger dramaturgi så menar jag alltså att du har skapat utifrån någonting som du kände. Jag tror jag slutat räkna. Ja, ska vi gå bort? Pappas flickvän som jag skriver om dog ju långt innan jag föddes. Så vad som hände under hennes sjukdomstid vet ju egentligen inte jag. Så när jag men jag hade ändå fantasibilder om hur det skulle kunna ha varit. L'ami de mon père, j'ai jamais connu et donc j'ai imaginé comment ça peut être. Voilà, donc c'est... Och jag vet vart hennes grav är, men det står ett annat namn på graven förstås. Et je sais où se trouve sa pierre tombale, mais évidemment c'est un autre nom sur dessus que ce que j'ai écrit. Så det ligger nära, men samtidigt så är jag ändå jag försökte i alla fall vara ganska hänsynsfull mot människorna runt mig. Donc c'est à la fois très proche et en même temps j'ai voulu, par respect aux personnes qui m'entourent, voilà, modifier un peu. Den intressantaste reaktionen på den novellen dock var att en helt främmande man kom fram till mig på Konsum och sa: du ljög om vilken sorts bössa din pappa hade. Han hade aldrig en sån bössa. Sen att jag hade bytt namn på alla och bytt färg på huset. Men det var så kan man inte göra. Le détail le plus drôle, c'est qu'une fois, quand j'étais à Supérette, il y a un homme qui va vers moi et qui dit voilà, tu as menti parce que c'était pas du tout un fusil comme ça qu'avait ton père. Tout ce que j'avais dit sur les autres personnes et les noms que j'avais modifiés et qui correspondaient plus, etc., ça n'avait plus d'importance, c'était uniquement quel fusil. Et pour finir, avant de peut-être demander à nos auditeurs et auditrices s'ils ont des questions pour vous, considérez-vous que vous avez trouvé votre place en écriture et quelle est-elle pour vous? Vi får väl se. Jag är väldigt stolt över Bliss om folk och jag tycker det är fantastiskt att vara här. Jag känner dock ganska stort mått av panik för nästa bok. Je suis très fière de ce livre et je suis très contente d'être ici, mais honnêtement, je panique un peu en vue du prochain livre. Bien. En attendant le prochain livre, il y a donc Sois sage bordel, qui a été traduit par le séminaire de traduction d'Elena Balsamo, publié chez Marie Barbier, que vous pouvez acheter sous une tente. Et poser quelques questions, si vous le souhaitez, à Stina, tant qu'elle est là, quand même. Ouais. So what does your mother say now that you are a famous writer? What does she think about it today? Donc, que pense votre mère maintenant de vous, que vous êtes devenu un auteur respecté? Well, I think so. What she tells me, I can't really see what she thinks, but I can say what she says. And usually she sort of tells me not to get a big head. Hon säger till mig att inte bli stor på mig, att nu ska man inte tro att jag är något bara för att jag har gett ut en bok. Elle me dit de ne pas prendre la grosse tête et de croire que je suis quelqu'un. Det är suédoisa.
Très, oui. J'ai une question à Balsamo et à Collectif. Comment vous avez fait justement avec les passages, comment vous avez travaillé avec les passages en dialecte? C'est très difficile pour rendre. Oui, ça c'est une question qui revient de façon régulière toujours, mais justement, spécifiquement quand il s'agit de la littérature nordique, qui est souvent un dialecte ou avec des incrustations dialectales. Et il n'y a pas de solution évidente, évidemment. Ce qu'on peut dire, c'est que le dialecte... on ne peut pas traduire le dialecte par un dialecte, c'est-à-dire on ne peut pas faire parler Stina Stur dans le dialecte de Marseille, par exemple. Mais très souvent, le dialecte peut être traduit par ce qu'on appelle le sociolecte, c'est-à-dire que le parler dialectal pour en français, c'est toujours socialement marqué. Donc, si on choisit la façon de s'exprimer par des gens, mettons, un peu éduqués ou par des enfants, etc., on arrive à créer une illusion d'un autre parler plus simple, plus dialectal, moins correct que le français normal. Ici, ce n'était pas tellement les mots de dialecte qui posaient problème, c'est le rythme dialectal, parce que vous avez entendu Stina lire un passage et on voit bien que c'est un tout autre rythme très spécifique justement pour le dialecte du Nord, avec des coupures là où on ne s'entend pas d'avoir des coupes, et par contre ça glisse là où ça devrait ne pas glisser. Donc on essayait toujours de trouver un moyen, sans casser le rythme, de rendre ce parler un peu spécial, donc qui dévie de français normal. Et puis, il y a aussi une autre chose, là, je ne sais pas dans quelle mesure elle est consciente de ça, il y a parfois des incrustations dans suédois très classiques, très... comme des réminiscences à la fois des psaumes, de la Bible, je pense à de nouvelles spécifiques, là où il fallait absolument dans la traduction garder cette différence entre le haut parler et le parler bas. Et dans la nouvelle sur l'enterrement à l'église, on voit constamment ces interférences avec le suédois écrit, avec le suédois de notre temps. Et c'est évidemment ça aussi qui rend le texte aussi chatoyant en suédois, et qu'on a essayé aussi de rendre en français en cherchant les citations, en cherchant des psaumes qui pourraient convenir, etc. etc. Jag är medveten om att det finns vissa nästintill bibliska grandiosa stycken. Men också och jag tror att det är så mycket också att de få ställen där jag kunde få... Jag var aldrig på ett författarframträdande förrän jag själv hade blivit författare. Jag visste inte att det fanns. Jag vet inte, någon borde ha sagt det. Jag vet inte var man fick reda på det. Men jag var ju på de här frikyrkopredikanterna som berättade om hur världen låg till. Och de var ju inte... Men det var vitt och brett och svulstigt och ganska häftigt med det språk jag kommer ifrån. Jag vet att det inte är rakt igenom. Ja, oui, donc oui, elle est consciente de ces différences de niveau de langage, et que par moment il y a un langage un peu donc biblique, assez grandiose. Mais quand Stina a commencé à écrire pour être publiée, elle savait même pas que ça existait, des rencontres littéraires, etc. Et on aurait dû lui en parler, mais elle avait par exemple l'expérience des pasteurs des églises évangéliques et autres, qui souvent ont un langage très très comme ça grandiose, très imagé, et qui est assez fascinante, et qui aussi l'a inspirée.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maybe I was missing some parts of this, but did you talk also about the poetry in the encounter with the nature and the small details in the nature? That is also one, you can read that book in that sense too and look at all these small, what was that? Was that a refuge for you to see these little things in the little flower or in the little animal? Or... Je traduis la question pour le public aussi. Donc, est-ce que, je ne sais pas si j'ai raté un morceau, mais est-ce que vous avez parlé de la poésie, de la nature dans les livres, les tout petits détails, une petite fleur, un courant d'eau, une pierre, etc. Et cette importance dans le texte. Jag är ju skiträdd om jag går ensam i en stor stad på natten. J'ai un trouille bleu si je suis seule dans une métropole, dans une grande ville la nuit. Under tiden jag verkligen inte är det om jag går runt. Om jag vet att jag har 1 mil till närmaste människa känner jag mig himla trygg. Mais dans la forêt, si je me promène, même si je sais qu'il y a donc 10 kilomètres entre moi et l'être humain le plus proche, je me sens tout à fait en sécurité. Så att skriva, jag vet att i naturen i mina texter är väldigt närvarande. Men det är inte så att jag har försökt göra den närvarande, utan det är den finns där. Oavsett om jag försöker ha den där eller inte försöker ha den där. Jag vet knappt hur man går över ett övergångsställe. Jag har jättepanik när jag ska gå mot röd gubbe och jag kan knappt andas och jag är så rädd att dö. Men jag vet när det hoppade ut en björn och stänkte vatten på mig för 3 somrar sedan. Mycket mindre läskigt. Läskigt, också läskigt, men mindre läskigt. Donc oui, j'ai toute une autre relation avec la nature. Je peux avoir un trouille bleu aussi si je dois traverser un feu rouge et je peux pas paniquer. Et même plus que l'été, il y a 2-3 ans, quand un ours tout d'un coup a apparu, m'a éclaboussé donc c'était effrayant aussi. Mais pas autant et pas de la même façon que dans une grande ville. Bien, merci. Stina, il n'y a pas d'ours ici, malheureusement, je dirais. Merci de vos réponses, de votre temps. Nästan! We have a small one, very small. Presque un ours. Merci Elena Balsamo, merci Stina Stor, merci pour la traduction. Merci. Thank you so much. Merci. Tack.